La thèse est avant tout pilotée par le thésard et par son directeur de recherche. Parfois, le pilotage prend des moyens formels, entre autres quand la thèse connaît des problèmes importants. La notion de pilotage utilisée dans ce sens ne tient pas compte des nombreux autres soutiens qui sont à la disposition du thésard. Donc, la thèse est avant tout pilotée par le thésard et par son directeur de recherche, dans le respect de la charte des thèses, bien sûr, qui est imposée par le CET, le Centre d'études doctorales. La relation entre le thésard et le directeur de thèse est avant tout une relation de travail, une relation de confiance. Si bien souvent en plus le partage d'une passion pour les mêmes sujets de recherche. Avant d'aborder des éléments essentiels, commençons par planter le décor en présentant les quelques aspects formels du rôle qu'a le directeur de thèse quand le déroulement de la thèse ne rencontre pas de difficultés. Chaque année, le directeur de thèse signe un certificat d'assiduité dans lequel il indique que la thèse se poursuit dans des conditions normales. La thèse a une durée normale de 3 ans. Au-delà de ce délai, la réinscription est soumise chaque année à autorisation dérogatoire. Nous verrons plus loin quelle instance dont on ne donne pas ces autorisations et sous quelles conditions. Dans tous les cas, le directeur de thèse est invité à donner son avis et cet avis est un élément très important de processus de décision. Dans la plupart des universités, donc, avant de pouvoir soutenir une thèse, le thésard doit passer une pré-soutenance. En pratique, celle-ci a lieu à partir de 18 mois après la première inscription en thèse devant un jury de moins de 2% de le directeur de thèse. Le jury de pré-soutenance autorise ou n'autorise pas la poursuite des travaux. Le jury de pré-soutenance donne des conseils au thésard sur la poursuite de son travail et émet éventuellement des demandes à prendre en compte dans la suite de la recherche doctorale. Le jury de thèse est proposé par le directeur de thèse et accepté par le directeur de l'école doctorale. Ce jury comporte, entre autres, 2 directeurs de recherche extérieurs à l'université qui font un rapport. Donc sans surprise, on les appelle les rapporteurs de la thèse. La soutenance de thèse ne peut être autorisée que si ces rapports sont suffisamment positifs. Après la thèse, le président du jury rédige un rapport de soutenance. Naturellement, les dispositifs peuvent être aussi aboutir à des décisions d'arrêt de la thèse. En général, la thèse est arrêtée. Par exemple, si le directeur ne signe pas le certificat d'assiduité ou donne un avis négatif à la réinscription dérogatoire, et si le président de l'université prend la décision de refuser la réinscription dérogatoire après un avis du conseil scientifique, l'OMM, éclairé par l'avis de la commission des doctorats. Le président peut prendre ces décisions quel que soit l'avis du directeur de thèse. Et la thèse est arrêtée aussi si le jury de pré-soutenance n'autorise pas la poursuite des travaux. La thèse est arrêtée si un ou deux des rapporteurs émettent un avis négatif. Les éléments que, que je vous ai donnés montrent que le directeur de thèse a un rôle très important. Par contre, si on ne regarde que ces éléments, on a une image très déformée du pilotage de la thèse par le directeur de recherche et par le thésard. En pratique, l'essentiel de la relation d'encadrement de thèse est normalement, comme nous l'avons mentionné plus haut, une relation de travail et une relation de confiance. Dans le pilotage de la thèse, le directeur de thèse est une source importante pour le thésard. Les différents directeurs de thèse ont des conceptions diverses de leur travail. Tel que nous voyons les choses, le directeur de thèse est auprès du thésard le représentant de sa vision de la recherche et de celle de la communauté scientifique. Elle doit clairement distinguer les deux positions
Le directeur de thèse doit informer le thésard quand il voit dans le projet de thèse et dans les opérations de recherche envisagées des insuffisances ou des risques concernant la thèse dans l'ensemble ou une de ses parties. Donc, par exemple, le sujet a déjà été traité par de nombreux chercheurs, le thésard risque fort de ne pas trouver grand-chose d'intéressant. La question de recherche telle qu'elle est formulée est trop vaste pour être traitée en 3 ans. Un sujet trop vaste peut conduire à des déceptions ou à des problèmes sérieux. Un sujet trop vaste peut venir d'une ambition trop importante ou d'un sujet mal cerné. Des aspects de la question de recherche ne sont pas présents dans le projet du thésard, alors que des publications ont montré qu'il devrait jouer un rôle qu'on ne peut pas ignorer. Le travail envisagé est insuffisant en quantité, en qualité, en créativité par rapport aux standards en vigueur dans la communauté scientifique. La méthode d'observation en entreprise qui est envisagée risque d'être peu praticable. Les entreprises risquent trop de ne pas accepter le chercheur ou de donner des informations biaisées. L'échantillon envisagé n'est pas adéquat par rapport à la question de recherche ou par rapport à la méthode de traitement des données. Par exemple, si le thésard veut faire une typologie, il lui faut un nombre d'observations plus grand que celui qu'elle ou elle a prévu. Donc, etc. Donc, je vous ai donné quelques exemples. Donc, ces insuffisances et ces risques peuvent mettre la thèse en péril. Ils peuvent entraîner des réactions négatives de la part du futur membre du jury, ainsi que de la part des autres évaluateurs de la thèse. Donc l'avis du directeur de thèse n'est pas une parole sacrée, mais c'est normalement un avis important qui est donné dans l'intérêt du thésard. Mais l'avis du directeur de thèse doit aussi être un avis compétent. Le directeur de thèse doit être prêt à effectuer lui-même un travail dans le domaine en cours de discussion s'il estime qu'il n'a pas lui-même assez de données ou de connaissances des travaux publiés. Le directeur de thèse ne doit pas hésiter sur les points sur lesquels il n'a pas assez de compétences à conseiller au thésard de constater un collègue qui pourra donner à son thésard son point de vue et les garanties scientifiques nécessaires. Un directeur de recherche doit refuser d'encadrer un thésard sur un sujet sur lequel il y a trop d'éléments dans lesquels sa culture scientifique personnelle n'est pas au moins de niveau national. La thèse sur laquelle travaille le thésard est signée par le seul thésard. Le rôle du directeur de thèse est donc de conseiller et suggérer à partir des idées et des initiatives du thésard. Son rôle n'est pas de se substituer au thésard. Par exemple, lui dire ce qu'il doit faire, lui détailler des méthodes de recueil et des traitements des données qu'il il doit utiliser en cours, encore lui donner des idées ou des références bibliographiques. Comme cette façon de concevoir le rôle du directeur de thèse surprend parfois, quelques mots d'explication peuvent être utiles. L'idée centrale est très simple. Se développer comme chercheur, c'est un peu comme apprendre à rouler en vélo. Les amis ou les parents qui vous aident ne sont pas là pour rouler à votre place et on ne serait pas formateur qu'ils tiennent le vélo en permanence. Leur rôle est de vous laisser faire des essais quand, à leur avis, vous avez des chances sérieuses de ne pas tomber. Leur rôle est aussi de vous arrêter en maintenant le vélo s'ils voient que vous risquez de tomber. Donc, le thésard propose le directeur de recherche dans son avis. Si celui-ci pense que les risques sont trop importants, le thésard revoit la partie de la thèse qui est encore en cours de discussion et le directeur de thèse redonne son avis. Le processus se poursuit lors d'une ou plusieurs sessions de discussion jusqu'à ce qu'une solution viable soit proposée et le thésard passe à l'exécution de cette partie du travail dont les qualités et les problèmes sont ensuite évalués de façon détaillée par le directeur de recherche. Par ce processus, le thésard qui termine sa thèse est capable par la suite d'effectuer par lui-même toutes les tâches d'un chercheur, entre autres définir un sujet,
entrer en contact avec les terrains et développer avec eux une relation de travail durable, définir et mettre en œuvre des méthodes de mesure ayant de bonne qualité scientifique, rédiger un rapport de recherche, effectuer à chaque moment les milliers d'arbitrages intelligents entre les très nombreuses contraintes qui pèsent sur le chercheur et sur son projet, saisir les opportunités qui peuvent être intégrées au projet de recherche, déceler les risques et faire ce qui est possible pour en tenir compte sans dénaturer le projet, prendre des risques qui ne sont pas excessifs. On peut alors se demander quelle est l'utilité du directeur de thèse. Si le thésard est surdoué, le directeur de recherche n'a qu'un rôle de validation des différentes étapes. Sur chacune des actions proposées et réalisées par le thésard, il doit donner son avis personnel et il doit indiquer au thésard quels sont potentiellement les avis scientifiques des principaux chercheurs mondiaux du domaine, ainsi que les avis que sont susceptibles d'avoir les évaluateurs de la thèse. Les jugements scientifiques détaillés du directeur de thèse sont en principe suffisants pour amener le thésard à trouver par lui-même les solutions possibles aux difficultés qui surgissent. Si le thésard n'est pas surdoué, donc sans doute dans plus de 99% des cas, le directeur de thèse, quand il l'estime nécessaire, sera amené à suggérer des lectures, des activités de contact avec le terrain, des activités d'analyse de données, des entraînements à l'usage des méthodes. Selon cette conception du travail, la thèse qui se fait est la thèse du thésard, mais le travail n'aurait jamais pu être fait si le directeur de thèse n'avait pas été là. Toujours selon cette conception, le directeur de recherche pourrait en partie être remplacé par un ensemble de contacts du thésard avec d'autres chercheurs, mais en partie seulement. D'abord, le directeur de recherche est toujours présent en cas de difficulté. Ensuite, il assure une certaine cohérence à l'ensemble de la démarche. Et enfin, il peut relier le travail du thésard avec l'ensemble des développements qu'ont connus les recherches depuis les travaux fondateurs. Il existe un autre aspect de la relation entre le thésard et son directeur de thèse qui concerne la partie du travail qui est en cours de discussion et qui est signée par le seul thésard. Il n'y a aucune raison pour que la culture scientifique du directeur de recherche soit transmise au thésard et incorporée à des travaux qu'il ne signe pas. Le directeur de thèse est aussi un chercheur qui publie. Les choses sont différentes quand la partie du travail qui fait l'objet de publications communes. Dans ce cas, le directeur de thèse fait son travail de chercheur et de directeur de recherche en y associant le thésard. D'un côté, le thésard bénéficie plus des connaissances de son directeur de thèse et éventuellement de celles des autres membres de l'équipe de recherche. D'un autre côté, le thésard ne signe pas seul et il apprend moins à développer des capacités personnelles. Le thésard a parfois des choix difficiles à faire. Le directeur de thèse est souvent d'une grande aide pour voir quelles sont les voies de recherche qui lui sont ouvertes et les risques qu'il court, mais la décision revient in fine au thésard. Les seules situations difficiles qui nous viennent à l'esprit sont celles d'un thésard dont la qualité ou la quantité de travail apparaît progressivement comme inadéquate, ou celle d'un thésard qui veut réorienter sa thèse dans des directions non envisagées au départ et qui paraissent inacceptables au directeur de thèse. Toujours selon nous, le thésard a des responsabilités à assumer dans le cadre de sa relation avec son directeur de thèse. Il ou elle doit, première chose, maintenir son directeur de thèse informé périodiquement des activités qu'il a eues dans le cadre de sa recherche ainsi que de l'évolution de ses projets d'action. La deuxième chose, c'est de préparer les sessions de travail avec le directeur de thèse en lui transmettant à l'avance les documents utiles par courrier électronique. Informer le directeur de thèse le plus rapidement possible quand il y a un problème ou une opportunité qui pourrait remettre en cause le plan de route qui est convenu. Il est souhaitable qu'il ait un échange d'informations qui peut être très bref, au moins une fois par mois,
à l'initiative du thésard. Le thésard ne doit pas s'attendre à ce que le directeur de thèse l'appelle. Nous demandons à nos thésards de nous informer au moins une fois par mois des actions qui sont accomplies dans leur thèse et de leur état d'avancement. Le message peut être limité à quelques lignes spécifiant les articles qui ont été lus, les paragraphes, les parties et les chapitres qui ont été rédigés, le nombre d'entretiens d'expérience qui ont été conduits, les données analysées, une indication spécifiant que le travail se déroule sans difficulté selon les plans d'action sur lesquels le thésard et le directeur de thèse sont d'accord, les éventuelles questions du moment. Nous demandons même à nos thésards de nous envoyer, si tel est le cas, un message bref indiquant simplement que la thèse n'a pas avancé parce que, par exemple, ils n'ont pas de réponse de la part des entreprises contactées ou parce qu'elles sont toujours dans un état de confusion concernant la modélisation ou la synthèse de la littérature sur une partie du sujet. Le message peut aussi être que le thésard n'a pas du tout avancé parce qu'il a des contraintes par ailleurs. Souvent, le thésard doit aussi enseigner ou travailler en entreprise. L'importance de ces messages est qu'au bout d'un ou 2 mois sans avancer, le thésard doit demander rendez-vous à son directeur de thèse pour examiner la situation et voir par quels moyens concrets la thèse pour être relancée ou réorientée. Donc, sans ces rapports mensuels qui traduisent un travail régulier du doctorant, celui-ci risque de se voir refuser sa réinscription. Les doctorants doivent être conscients du fait que la direction d'une thèse constitue une charge de travail pour le directeur de thèse, que le nombre de thèses qu'il peut rédiger est limité, et qu'en conséquence la réinscription en deuxième ou troisième année ne sera pas automatique. Il arrive pratiquement au moins une fois dans chaque processus de thèse qu'un thésard bloque, n'avance plus, ne sache plus où il en est. Souvent, dans ces conditions, le thésard hésite à s'ouvrir de ses difficultés à son directeur de thèse. Il se met en silence radio, ne prend plus de contact et ne rend plus de compte en espérant que la situation s'arrangera toute seule. Le thésard ne doit pas se comporter de cette façon. Même si c'est difficile, il doit maintenir le contact avec son directeur de thèse. Dans ce domaine, il y a 2 comportements que, par exemple, de moi-même, que je suis donc amené à considérer comme inadmissibles. D'abord, celui qui consiste pour le thésard à apparaître seulement en octobre pour dire à son directeur de thèse qu'il n'a pas pu avancer beaucoup, mais que l'année prochaine ça ira mieux. Ensuite, le comportement qui consiste à aller demander conseil à d'autres directeurs de recherche sans avoir discuté avec son directeur de thèse. Dans les 2 cas, le thésard met son directeur de recherche dans l'impossibilité d'exercer sa responsabilité et s'approche dangereusement de la zone dans laquelle le directeur de recherche décide d'arrêter d'encadrer la thèse. Ceci étant, le thésard doit comprendre que son directeur de thèse n'est pas conviable à merci. Le directeur de thèse se rajoute à l'ensemble de ses activités d'enseignement, de gestion de programmes et de recherche. Par conséquent, le thésard doit prendre soin de bien préparer les entretiens qu'il a avec son directeur de thèse. Par exemple, un document envoyé par courrier avant l'entretien rend le travail plus efficace. Un document bref, structuré, daté avec mention du numéro de téléphone pour que le directeur de thèse appelle au cas où il y aura un empêchement. De même, un compte rendu électronique après l'entretien avec l'identification des conclusions pour action et des points en suspens est le bienvenu. L'importance du rôle du directeur de thèse, le soutien qu'il apporte dans des moments délicats du processus de thèse où le doctorant peut être habité avec un doute scientifique normal, psychologiquement fragilisant, ne doit pas créer d'ambiguïté sur la nature de la relation qu'il est le directeur de thèse et son doctorant. Cette relation est de nature professionnelle et le doctorant ne doit pas voir dans le directeur de thèse une personne pouvant jouer un rôle de substitut paternel, familial ou amical. Donc, la prise en compte de l'après-thèse.
Bien sûr, la thèse est une activité professionnelle qui se gère. Comme sa durée est de 3 ans, il est nécessaire de se faire un plan de marche dès le début de la thèse et de l'actualiser au fur et à mesure du développement de la thèse en fonction des bons et des mauvaises surprises. Donc la durée de 3 ans peut paraître longue au début. En réalité, c'est même une durée assez difficile à tenir compte tenu de ce que sont actuellement les exigences scientifiques en termes de volume de recueil de données, de rigueur dans leur traitement, de qualité de la rédaction, d'originalité de la problématique, voire d'approfondissement de l'analyse de la littérature. Si la thèse est une activité qui se gère, c'est qu'elle a des objectifs. Écrire la thèse est bien entendu le principal objectif, mais ce n'est pas le seul. Il est nécessaire que le thésard se demande dès le départ ce qu'il souhaite faire après la thèse. Il est aussi nécessaire qu'il en discute régulièrement avec son directeur de recherche dans la mesure où les objectifs pour après la thèse peuvent avoir une influence sur la conduite de la recherche. Par exemple, donc je vous donne l'exemple d'un thésard qui veut candidater à un poste de maître de conférence dans une université. Il est conseillé de voir quelles sont les exigences pour ce type de poste, de s'entretenir de cette question avec son directeur de thèse, de discuter avec des personnes qui font ce travail, avec des personnes qui sont impliquées dans les opérations de sélection. La même démarche est à conseiller, bien sûr avec quelques modifications, pour le thésard qui vise plutôt un poste d'enseignant dans une école, dans une université étrangère. Alors, par exemple, les critères actuels d'entrée dans les universités et les écoles accordent souvent beaucoup d'importance aux articles en anglais publiés dans des revues à comité de lecture. Lorsque c'est le cas, le thésard doit en tenir compte. Ces discussions peuvent amener un thésard à réaliser que la question qu'il est étudiée peut, du point de vue scientifique, faire l'objet d'une recherche dans plusieurs secteurs. Par exemple, les banques, les entreprises, de la grande distribution, etc. Si, après sa thèse, le doctorant aimerait faire des recherches sur les entreprises d'un de ces secteurs où il travaille, il peut alors choisir ce secteur comme terrain privilégié. La question est encore plus importante pour un thésard qui souhaite travailler comme consultant ou comme manager. Le thésard a tout intérêt à se demander comment il peut infléchir son sujet et sa méthodologie de façon à ce que, bien, premièrement, la thèse paraisse assez intéressante pour amener de futurs employeurs à le recruter. Deuxième chose, le travail effectué au cours de la thèse doit lui permettre de développer des contacts et des compétences qui seront ensuite valorisées sur le marché du travail. De plus, le choix de l'activité professionnelle future a des conséquences sur les exigences scientifiques. La mention qu'il faut essayer d'obtenir lors de la soutenance, le volume des données à recueillir, les types de méthodes expérimentales de traitement de données à utiliser peuvent ne pas être les mêmes selon les cas. Les thésards qui souhaitent un poste de maître de conférence à l'université doivent viser une mention très honorable avec félicitations du jury et doivent commencer à penser dès la première année à faire des publications dans des revues scientifiques et des communications dans des congrès à comité de lecture. Les thésards qui ne visent pas une carrière d'enseignant-chercheur n'auront par contre pas besoin de plus qu'une thèse avec mention honorable, très honorable, et n'auront aucun souci de publication. Encore une fois, il est important que le thésard réfléchisse à ces questions et en discute régulièrement avec son directeur de thèse. Bien entendu, il est possible que les objectifs du thésard pour après la thèse évoluent au cours de son travail. En cas d'évolution forte des objectifs, plus la recherche est avancée, plus il risque d'être difficile de faire de la thèse un instrument utile pour faciliter le développement ultérieur de l'activité professionnelle en fonction des nouveaux choix. L'activité du thésard est normalement à plein temps. Si le thésard a d'autres activités, il est nécessaire qu'il en tienne compte dans son planning et qu'il réserve 10 jours à plein temps consacrés au travail de recherche dans son emploi du temps. L'activité dans ces journées doit être programmée par le thésard. Un thésard doit commencer chaque journée de travail en se donnant une liste de travaux concrets
à accomplir pour la thèse au cours de la journée. Le travail en entreprise est un sens plus facile que le travail de thèse, dans la mesure où l'activité d'un collaborateur ou d'un manager est dans une large mesure déterminée par les problèmes à résoudre, les interventions des clients, etc. Alors que le thésard doit déterminer lui-même son programme de travail et s'y tenir. Et ce n'est pas facile compte tenu du fait qu'il paraît toujours possible de s'arrêter et de faire autre chose que le travail de thèse, mais sans programmation et sans action, la thèse n'avance pas. Le temps passe et on risque de se constater un jour qu'on n'a pratiquement pas avancé au cours des 6 derniers mois. Cette programmation n'empêche pas qu'il y ait des surprises au cours de la journée. Le thésard peut changer totalement ou partiellement son programme pour la journée. L'essentiel est de voir que les jours de travail pour la thèse doivent être bien remplis et utiles à l'avancement de la thèse, sauf pour les personnes qui ont un très grand talent et beaucoup de chance. Et si bien entendu très rare, une thèse peut difficilement être réalisée en moins de l'équivalent de 2 ans à temps plein. Et même à temps très plein, les personnes qui sont Bac+5 travaillent normalement bien plus que 35 heures par semaine. C'est le cas pour les managers, pour les chercheurs en général, qu'ils soient ou pas des directeurs de thèse. C'est aussi le cas pour les thésards. Rien ne les efforce, mais on y vient parce que la passion nous anime. On pense presque tout le temps à son sujet de recherche. Donc, je vais vous donner quelques moyens pour le pilotage, du moyen formel pour le pilotage de la thèse. Parfois, le pilotage prend des moyens formels, entre autres quand la thèse n'avance pas assez vite, qu'elle ne produit pas les résultats escomptés, voire même quand il faut envisager d'arrêter la thèse. Quelques événements négatifs pour la thèse sont présentés. Donc, je vais les présenter. Donc, le directeur de thèse peut refuser de signer le certificat d'assiduité s'il estime que le travail n'a pas assez progressé. Contrairement à ce que pensaient certains, l'acceptation d'encadrer une thèse ne veut pas dire que le directeur de thèse donne un délai de 3 ans sans contrainte. Le thésard qui s'inscrit demande l'autorisation de faire un travail de thèse officiellement reconnu en utilisant des moyens de l'université, le temps de son directeur de thèse et en bénéficiant du prestige qui s'attache aux personnes qui sont en doctorat, particulièrement si l'université, le centre de recherche et le directeur de recherche ont une grande réputation. La contrepartie est que le thésard doit accomplir du travail pour progresser dans sa recherche doctorale et qu'elle peut être arrêtée chaque année si le travail est insuffisant en quantité et en qualité. Donc, et la deuxième chose, c'est au-delà du délai normal de 3 ans, la réinscription est soumise chaque année à autorisation de réinscription dérogatoire qui est donnée ou qui n'est pas donnée, en se basant sur la description détaillée des travaux déjà effectués, le volume et la quantité des parties de la thèse qui sont déjà écrites et sur l'avis du directeur de thèse. Euh, en ce qui concerne la prolongation de la thèse, de ma part, donc, je conseille de tenir compte avec soin des pratiques et des changements de pratiques. Il est possible qu'un thésard se voit refuser la réinscription au bout de 3 ans, même si dans son laboratoire, beaucoup de thèses ont été soutenues en 4 ou 5 ans dans le passé. Les choses évoluent dans la recherche comme dans les autres activités. Et enfin, donc, je vous remercie et je vous dis à bientôt dans le prochain podcast.